Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 6 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va faire les indices aujourd'hui et ensuite les valeurs abonnées et on finira avec un petit point sur les cryptos. Alors on commence avec le CAC 40. Le CAC 40 qui prend 0,1, donc qui est quasiment stable et qui continue sa correction, on l'avait vu. On reprend ici un cassure du support, le support majeur à 7376. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Le premier rebond technique, on n'arrive même pas à combler le gap. Donc gap baissier, cassure de support. On entame une phase de correction sur le CAC 40 et la plupart des indices, notamment les marchés traditionnels, hein, parce qu'on a les technologiques, notamment aux US, qui eux sont toujours plutôt bien orientés. Donc derrière, après ce premier rebond, la tendance qui continue de travailler, de se mettre en place, c'est plutôt toujours en phase de correction, hein. On a le deuxième rebond qui se situe ici, 7290 environ, et qui est encore plus bas que le premier. Donc on va avoir cette phase certainement en vague, hein, qui va nous amener toujours plus bas, peut-être ici sur les 8000, sur les 6000, pardon, ce serait bien 8000, sur les 6850. Donc ça, c'est pour les indices et les grosses pondérations, parce qu'on sait, hein, le CAC, c'est quoi? C'est surtout le luxe avec LVMH, Hermès, Total, L'Oréal. Quelques grosses actions comme ça qui font la majeure partie, hein, de la pondération. Les petites comme Unibail ne font même pas 1%, donc ça peut faire plus 10. Ça va pas impacter le CAC. Donc c'est les grosses pondérations qui vont mettre ce CAC 40 et ce graphique. Et donc notamment celle-là, hein, LVMH, Total, Hermès, L'Oréal. Donc oui, correction toujours en cours sur le CAC et en vague, hein, on va pas y aller directement, toujours en objectif d'avoir certainement ces niveaux-là, peut-être pendant l'été ou à la rentrée. Donc on va voir combien de temps ça va prendre, mais ça va certainement temporiser un peu, peut-être des pics de volatilité sur certaines annonces. Mais ce sera joué probablement, hein, dans le courant de l'année. Un retour sur les plus hauts, c'est aujourd'hui difficilement envisageable. On va regarder rapidement les marchés US avec le Dow Jones. Le Dow à la mi-séance qui fait, hop, qui est stable. Donc toujours dans son range, hein, entre les 37, 32 007 et 34 002, donc marché traditionnel où il se passe pas grand-chose, qui résiste un peu mieux que le CAC, mais qui était parti un peu plus tard. Donc toujours en phase de construction, il y a a priori rien de nouveau sur les marchés US. Et on l'a dit, hein, cette semaine c'était assez cool au niveau des chiffres économiques. On a eu juste les PMI en début de semaine, on va avoir quasiment rien toute la semaine. Donc probablement pas des volumes énormes. Et puis vendredi ou jeudi, hop, on aura les stats du chômage. Non, c'est jeudi. On aura les stats du chômage aux États-Unis. Donc a priori, on n'aura pas de gros changements. Et enfin le Nasdaq. Le Nasdaq, on l'a dit, les technos, hein, cet été qui vont performer. Donc depuis le 22 mars, c'était attendu. Grosse poussée des technos pour aller certainement aller chercher les 15 000. On en est plus, pas loin, hein, à 14 500, donc on n'est plus qu'à 500 points sur le Nasdaq des 15 000. Et il faudra voir la réaction, surtout des gros, hein. On a vu Tesla qui montait bien aussi dernièrement, Apple, enfin plein de grosses technos. Qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de juin? Est-ce qu'on va réussir à continuer la montée ou est-ce qu'on va se calmer un peu sur les niveaux charnières? Pour l'instant, on est toujours bien, hein. Il faudra peut-être prendre ses profits dans quelques jours sur pas mal de techno et celles qui sont en retard ont de belles chances de se rattraper. Avant les valeurs abonnées, oui, je voulais faire rapidement les matières premières. On a pas mal de choses intéressantes. Alors on va commencer avec l'or. L'or qui a fait un échec ici, hein. C'était le plus haut de mars 2022. On est revenu mai 2023, donc quasiment un an après. Double échec, donc forcément en phase de correction. On corrige, mais pour l'instant on descend pas trop, hein. On est autour des 2000 sur l'or.
Euh, il va falloir voir aussi comment les marchés vont se comporter, parce qu'on sait que si les marchés ont plus de mal et si les marchés baissent, ce qui est en train de se mettre en place en ce moment, souvent l'or et les matières précieuses surperforment par rapport à ce marché-là. Donc on pourrait avoir en cas de grosse correction sur les marchés, l'or qui se maintient bien, et on le voit à moyen long terme, l'or est plutôt bien orienté. Donc là, on est juste dans une phase de petite correction court terme sur les 2000 ou sur les 1008. Mais on est plutôt confiant sur l'or. On le voit, on a fini la phase de correction niveau MACD après le gros rebond. Donc s'il y a un peu de panique sur les marchés, ça risque de booster un peu la matière précieuse. On va regarder le gaz naturel. Alors, gaz naturel, c'est dommage parce qu'on avait une résistance ici, support résistance à 2,6, qu'on pensait aller chercher, aller casser. On avait le premier échec. Le deuxième, on pensait que ça pouvait enfin stopper la chute du gaz naturel qui a énormément baissé, hein. On a vu, guerre en Ukraine, ça avait monté un peu trop. La correction elle est violente et on n'arrive pas à stopper la chute parce qu'on continue de descendre. On est sur les 2,2. Ça peut être un peu ennuyeux. Alors la chose positive, c'est qu'on met plus des gros chandeliers maintenant, hein. C'est vraiment des petites variations qui sont pas énormes. Donc le plus gros de la baisse est certainement passé, mais ça peut durer encore longtemps, cette phase de temporisation et d'accumulation. Donc on est toujours dans l'attente d'un redressement, mais pour l'instant, ça risque de mettre quand même pas mal de semaines. Le CRB, c'est les matières premières. Bah, toujours pareil en correction, normal, hein, parce que l'inflation est en train de baisser. Donc le CRB, hein, c'est l'indice sur les matières premières, continue de baisser. L'objectif, c'est probablement d'aller ici, hein, sur les 20, les 20,2. Et puis là, on verra comment ça va se comporter. Sinon, on a un autre support un peu plus bas, 18,50, mais ça risque déjà de réagir un peu ici. Sur les 20,2. Donc encore une phase certainement de correction sur le CRB tout ce mois de juin, et puis peut-être une correction, une réaction courant juin, début juillet. Et enfin le Brent, on l'avait dit aussi, certainement beaucoup de résistance ici, et de résistance entre guillemets, parce que c'est un support sur les 70. L'OPEP qui avait diminué ses barils, sa production de pétrole, ici, début avril, forcément le cours avait peu de chances de chuter. On est allé chercher justement ces supports, mais à chaque fois c'est racheté. Alors il y a une possible récession, hein, des résultats qui sont un peu moins bons dernièrement. Ça va certainement impacter le prix aussi du Brent, mais il y a une sorte de consensus pour ne pas aller trop bas et pas aller trop haut non plus. Donc là on est dans un peu un statu quo. Euh, pour une tendance un peu certainement en range, hein, en construction sur le Brent, et pas avoir des écarts qu'on a eu, notamment aussi dû portés par l'inflation en 2021-2022. Donc en 2023, on aura certainement un peu un pétrole qui va aller chercher des plus hauts, des plus bas, mais dans un range certainement entre les 70 et les 90. Et enfin, on a fait les valeurs abonnées. Alors, Advicen. Advicen, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'on en avait un support intéressant ici sur les 3,7. On le voit 2021, grosse correction, 2022 aussi. On met un support à 3,7, c'est plutôt bien. On l'enfonce un peu. Alors après, on tente de réagir. Il y a cette phase un peu de rachat qui est en train de se mettre en place, mais le support à 3,7 n'a pas tenu. On en a mis un à 3,2. C'est pas encourageant et c'est un peu tôt à mon avis parce que cette phase-là, elle peut durer. Même si on a les moyennes qui sont rassemblées, hein, et qu'on a certainement avec les pourcentages, on le voit, beaucoup à gagner et beaucoup à perdre aussi. Moi j'attendrai parce qu'on n'a pas beaucoup de volume, on le voit, on a des pics de volume intéressants ici, et dernièrement les volumes sont assez faibles, donc attendre une réaction des volumes sur Advicen. Arkema c'est pas mal, ils ont stoppé leur hémorragie ici. Premier faux départ. On le voit ici sur ce travail autour des 90. On a réintégré l'oblique. Et là, on est dans un range, hein, entre les 91 et les 80. C'est pareil, c'est une période un peu de retournement d'accumulation, mais qui peut mettre beaucoup de temps.
beaucoup de semaines, voire beaucoup de mois, où il va se passer rien, où le capital va être bloqué, où il va faire du yo-yo. Euh, alors oui, potentiellement, si on l'achète maintenant et qu'on le retrouve à 110, 120 dans quelques mois, ce sera bien, mais on n'a pas encore ce signal, et puis on a toujours un risque d'aller chercher plus bas. Donc il vaut mieux attendre quand même des configs où on a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Moi, c'est ce que je recherche, parce que là, on est plutôt dans une phase de neutralité qui risque de durer longtemps. Selectis. Ah, Selectis, c'est très moche, on le voit, hein, le prix ici sur les 28, 27, 25, 20, ça fait que descendre. Et à chaque fois, c'est les tentatives de rebond qu'on a eu dernièrement, hein, en 2022 et ici en 2023 au début de l'année, sont ratées parce qu'on va pas plus haut que le dernier rebond, on va même plus bas et on casse les supports. Donc moi, ce genre de graphe, je n'y touche pas, c'est une catastrophe. EuroAPI, alors gap baissier à l'ouverture, c'est toujours un signal négatif. On le voit ici, autour du 5 un peu plus tard, du 6 décembre, gap baissier à l'ouverture, c'est négatif. Alors après, on se reprend et hop, à nouveau 7 mars. Et on le voit qu'on l'a pas comblé le gap, hein. On est allé en dessous. 7 mars, nouveau gap baissier à l'ouverture. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Pour retrouver aussi une valeur intéressante sur le titre, pour une porte d'achat, une porte d'entrée intéressante, il va falloir beaucoup de temps, il va falloir revenir probablement à cette figure-là dans le temps, mais ça va nous mener, alors même pas en été, hein, c'est probablement rentrée ou fin d'année 2023, parce que là tout est à la baisse et il y a rien qui nous donne un signal intéressant, donc pas avant la fin de l'année, certainement sur Euroapi, ou alors si ça bouge franchement on pourra s'y réintéresser, mais c'est pas parti pour Intel. Alors oui, Intel, comme les techs on le vend en poupe, ça peut être intéressant. On le voit avec ce gros carré, hein, 2021, fin 2022, c'est la perte ici. On a perdu 62% en un an et demi. Donc c'est assez énorme, hein, cette baisse. Et depuis, on a retrouvé un beau support ici sur les 23 et une phase où on a un peu stoppé la baisse et on commence à aller chercher un retournement. Le retournement, il est en train de s'opérer maintenant. C'est pour ça que moi j'aime bien ce genre de graphique parce qu'on voit que c'est en train de se faire maintenant. C'est-à-dire qu'on a une porte d'entrée plutôt intéressante et qu'on n'a pas toute cette période-là, hein, qui a duré entre le 12 octobre 2022 et maintenant. Donc ça fait 6-9 mois, cette période un peu de range et de yo-yo, où le capital est bloqué. Là, on arrive sur peut-être, alors potentiellement ça peut durer encore un ou deux mois, mais on a déjà une période où le titre a travaillé, où le titre a stoppé sa chute, le titre a essayé d'attaquer ses moyennes, de regrouper ses moyennes et de tenter un retournement. Et là, on arrive dans une période où certainement le titre va jouer le retournement et va commencer à aller beaucoup plus haut. C'est pour ça que moi je me suis placé sur Intel et que je pense que ça peut cet été ou à la rentrée avoir un cours beaucoup plus haut. Donc intéressant Intel, hein, on le voit, petite phase de congestion, on cherche. Pour l'instant c'est encore un échec, mais les plus bas sont rachetés constamment plus haut, hein, sur les 24 plusieurs fois et puis dernièrement sur les 27. Donc c'est plutôt intéressant, Intel à suivre. Le CRB on l'a déjà fait. Netflix. Alors Netflix j'en avais parlé, hein. On avait cette phase de congestion ici entre le mois de février et le mois de mai. On va zoomer, c'est ici. Un point d'impact, deux points d'impact, perte de la volatilité, on casse. Breakout, pullback sur l'oblique rouge, donc c'est un grand classique, hein, on casse, on revient, et ensuite on met la tendance. Et la tendance, elle s'est fait ici, gap haussier à l'ouverture. Donc à l'inverse d'un gap baissier, un gap haussier, c'est toujours plutôt bon signe. Surtout qu'on met un gros chandelier. Et quand on a des gros chandeliers comme ça, on regarde la moitié du chandelier, c'est souvent une zone pivot. Donc moi je l'ai mis ici à 358 et c'est exactement ce qui s'est passé. On est revenu dessus, accumulation et puis on repart avec un petit gap haussier. Donc oui, Netflix, on avait quand même des signaux intéressants et des signaux positifs. On dézoome, on a ce gros canal haussier sur la valeur entre entre l'oblique verte ici sur les plus bas et l'oblique rouge sur les plus hauts. Donc ça nous fait un canal haussier plutôt intéressant avec comme objectif ici, hein, les 457 à 450 en gros, comme objectif sur Netflix. Palantir, alors Palantir, c'est dommage qu'on l'ait pas vu plus tôt. Je la suivais, mais je peux pas tout suivre au meilleur moment parce que là,
On le voit, hein, ça chute normalement. Et puis, support ici sur les 6,20 qui tient. Alors, il était à peine enfoncé, mais on voit qu'il tient depuis quasiment un an. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, les moyennes se rassemblent. Perte de volatilité et gap aussi à l'ouverture. Donc là, on a un signal qui est vachement fort, vachement intéressant. Ici sur les 9. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Donc breakout, le pullback, on le fait sur le support à 9. On va même pas combler le gap et on repart avec des volumes énormes. C'est ça qui doit nous alerter. Les volumes, le gap aussi à l'ouverture, ça doit nous mettre à l'achat. Donc ouais, Palantir, c'était vraiment intéressant de l'avoir ici sur les 8, 9, 10. Il fallait acheter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est allé chercher la plus haute résistance parce qu'on en avait une intermédiaire à 11,6 qu'on a cassé facilement, la deuxième à 14. On a même une troisième hein, à 20. Est-ce qu'on va y aller? Ça paraît un peu haut. Moi, je serais tenté de rentrer sur Palantir, sur pullback. Sur pullback ou peut-être sur les 11 ou les 10, on verra. S'il a lieu. Donc attendre une phase comme ça de correction. Le titre a déjà acté son retournement et va certainement avoir une année 2023 intéressante. Mais la voir maintenant, ça bloque du capital sur probablement une correction imminente. Donc c'est compliqué. Maintenant, si vous l'avez pris là, c'est parfait. Vous pouvez jouer soit le court terme et monter les stops, soit le long terme, on fait rien. Et on joue les 20 dollars. Pfizer. Pfizer, c'est moche. J'avais noté ici cette zone ici. En bleu, hein, c'est une petite zone de travail. On voit ça réagit. Donc j'avais fait début de l'année et puis on était revenu sur cette zone-là entre les 38 et les 40 environ et puis on l'a lâché, on voit donc plutôt négatif. On est toujours dans cette grosse phase de correction sur Pfizer. Le support à 30, hop, 35-36, le premier support a fonctionné, mais on est toujours dans cette phase de descente, donc c'est un support qui est pas très fort et pour l'instant qui nous donne pas trop envie d'acheter. Il va falloir pas mal de zigzags sur le titre. Pfizer est plutôt à la baisse maintenant. Donc moi j'éviterais hein, Pfizer. C'est grave comme ça où ça fait que descendre. On attend les gros signaux et les portes d'entrée une fois qu'on a eu déjà des supports qui durent dans le temps. Là le support il date du mois de mai. On est au mois de juin, donc non, c'est trop tôt pour entrer sur Pfizer. Alors on peut avoir un rebond technique intéressant. C'est risqué, hein, 8 fois sur 10, c'est pas bon, il faut éviter. Ruby, on a vu le gaz tout à l'heure avec... ça commence enfin à se stabiliser. On a eu des faux départs sur le gaz. Ruby qui pourrait en profiter hein, si le gaz stoppe sa chute et commence à monter un petit peu. Ça c'est intéressant. Alors là on le voit en journalier, on va juste le voir en hebdomadaire, Ruby. C'est intéressant, voilà, on a cette grosse oblique hebdomadaire et on l'a cassé. Alors comme d'habitude, hein, la vie d'une action, c'est quoi? On casse l'oblique, on revient chercher l'oblique, donc c'est ce qui s'est passé. Hein. Breakout ici, pullback sur l'oblique et ensuite on a la continuation de la tendance à la hausse parce que là on a une cassure à la hausse, donc tendance haussière à suivre sur Ruby. Même si voilà, en hebdomadaire c'est pas flagrant, c'est pas énorme, mais on va certainement avoir des choses intéressantes. Il faudrait continuer d'attaquer les moyennes mobiles qui sont en hebdomadaire, toujours baissières, mais en journalier, on le voit qu'on est au-dessus, donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui est à noter aussi sur Ruby, c'est ça qu'on note aussi, c'est les zones pivots. Les rebonds techniques, à quel niveau ils se font? Donc là, on les a notés, ils sont à 30, 27 et 25. Donc on voit que pendant sa chute, Ruby elle fait des rebonds techniques et c'est ces niveaux-là qui vont être vachement intéressants. Donc chute de Ruby, premier rebond technique à 30. Ensuite, on continue de baisser, deuxième rebond technique à 27. On continue de baisser, troisième rebond technique à 25. On continue de baisser, hop, on fait un autre. On aurait pu éventuellement en mettre un là, mais bon, c'est pas passé grand-chose. Et là, on a un début de phase de retournement. Et on va chercher enfin les 25. C'est-à-dire que le rebond suivant arrive enfin à dépasser le rebond précédent. Ça, c'est un gros signe de force sur Ruby. Donc les 25 ici. Après, on a un échec sur les 27, mais on voit qu'on est en train de retourner la tendance. Alors ça va mettre du temps, hein, forcément. Tendance long terme. Mais oui, si on veut investir de façon moins trading et plus investissement en mode long terme, ce genre de rebond ici nous donne une porte d'entrée. Donc le jour où on arrive à casser les 25, donc si c'est passé au mois de janvier, donc au début de l'année,
ça doit nous dire ça peut être intéressant de se mettre sur Ruby en long terme. Après, on cherche les portes d'entrée un peu plus intéressantes court terme. Là, sur le support à 25, quand on y est revenu, c'était intéressant. A priori, hein, Ruby, elle est plutôt bien orientée. Moi, je la verrais bien monter aussi ces prochains mois. Téléperformance, alors moi, j'aime pas du tout ce genre de graphe. On m'en parle souvent, téléperformance. On m'en parlait aussi avant le gros problème ici, hein, sur la modération TikTok. Ça date de novembre 2022. Même avant, hein, on voit qu'on avait une phase de retournement qui se mettait en place. Et on me disait téléperformance, est-ce que ça vaut le coup? Bah non, non. Tant qu'on voit ici cette phase de retournement avec la moyenne 200 qui se retourne à la baisse, ça veut dire qu'on a certainement une grosse phase de descente à venir et on l'a eu. Et première tentative ici pour stopper un peu cette phase de correction, échec. Et après, on fait que vendre. Là, on a eu le scandale téléperformance avec la modération, gros chandelier. On revient difficilement. Alors, on comble le gap, mais échec sur la moyenne à 200 et on continue de descendre. Quand on a des graphes comme ça qui font que descendre, alors on peut, oui, jouer les rebonds techniques court terme. Ça peut être bénéfique, mais 9 fois sur 10, quand on investit là-dessus, on perd de l'argent parce que ça va descendre. Et c'est compliqué. Derrière, là, on met aussi un gap, je pourrais le noter. Hop, gap baissier à l'ouverture. Comme d'habitude, les gaps baissiers à l'ouverture, c'est très négatif. Le marché n'aime pas ça. Le marché nous dit, cette action, c'est pas bon, c'est pas le moment. Et on zoome derrière, ça fait que descendre. On revient ici sur les plus bas du scandale à 160. Et on n'arrive même pas à le recasser, hein. Plusieurs jours, on essaye de casser à la hausse. Ça passe pas. Derrière, on a une nouvelle tendance enfin une continuation de la tendance baissière qui se remet en place. Donc non, téléperformance, non. Alors on va certainement avoir des rebonds intéressants sur téléperformance, mais tant qu'on n'a pas mis un beau support qui dure plusieurs mois, ce genre d'action, c'est vraiment à éviter. Maintenant, vous pouvez toujours tenter le coup, hein, mais moi, je n'aime pas ces graphes qui font que descendre comme ça. Total Énergie Gabon, alors ce qui est compliqué sur ce genre d'action, c'est les volumes. Les volumes, c'est quoi ici? C'est 1400 actions échangées à la journée. C'est rien du tout. Ça veut dire quoi? Alors oui, on peut avoir pas mal de volatilité sur ce titre parce que forcément, il y a pas de volume. On est aussi un peu tributaire de ce qui se passe au niveau local, hein, ce qui se passe au Gabon et le et les- comment l'entreprise est implantée au Gabon et tout ce qui va découler aussi du niveau géopolitique. Donc attention aussi sur ce volet-là. Maintenant, passer ces petites choses-là, oui, graphiquement, c'est plutôt correct. Alors, on avait une porte d'entrée pas mal ici sur les 172, hein, on le voit, échec, phase de petite consolidation. On bute sur les 172 et on vient à casser. Donc ici, porte d'entrée intéressante, hein, au mois d'avril. Là, on est en suivi de tendance, donc pourquoi pas. Mais avec la possible récession qui arrive, hein, et puis le prix du pétrole qui est en mode un peu range et il ne se passe pas grand-chose, est-ce que Total Gabon va continuer de croître? Moi, je miserais pas dessus. Je pense qu'on va certainement un peu zigzaguer, mais pourquoi pas, oui, mais petite action, donc attention, hein, on peut avoir des grosses journées à -5, -8 facilement sur ce genre de capitalisation qui est assez réduite. Voilà, je ferai demain peut-être le point crypto, parce que là ça commence à faire longtemps, ou de ce soir, on en parlera plus tard. Voilà, j'espère donc que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, toujours comme d'habitude, hein, à mettre en commentaire les valeurs que vous suivez, celles que vous voulez qu'on analyse, on le fera ici en graphique ou en commentaire. Et puis des questions aussi ou des commentaires sur la bourse en trading en général, j'y répondrai avec plaisir. Bon trade, à plus!